êtes sur TV5 Monde, c'est la rentrée de Kiosque. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour cette 23e saison pleine de promesses, de débats et d'analyses. Et on commence tout de suite avec le sommaire de ce dimanche. La Corée du Nord réalise le 6e essai nucléaire depuis 2006. Pyongyang affirme avoir testé une très puissante bombe à hydrogène. Que veut Kim Jong-un? Faut-il s'attendre à une guerre et de quel type? N'y a-t-il que de mauvaises solutions concernant la Corée du Nord? Corée, Chine, Japon, États-Unis, les équilibres dans la région sont-ils en train de se recomposer? En 2 semaines, 270 000 Rohingyas ont fui la Birmanie, le nettoyage ethnique dont ils font l'objet. Aung San Suu Kyi est enfin sortie de son silence, invoquant de la désinformation. Pourquoi la chef du pouvoir civil ne dénonce-t-elle pas la persécution de cette minorité musulmane? Est-elle tombée de son piédestal cette semaine? L'opposition vénézuélienne était en tournée en Europe. Le président du Parlement, Julio Borges, reçu à Paris, Madrid, Berlin et Londres, car l'été fut agité au Venezuela avec l'élection d'une assemblée constituante contestée. Le pays a-t-il basculé vers la dictature? Pour commenter, décrypter et analyser toute cette actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Marianne Perrondoise, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSERM. Vos travaux portent sur les dynamiques stratégiques et sécuritaires en Asie du Nord. Vous êtes chargée du programme Sécurité maritime internationale, également ancienne conseillère politique au commandement maritime de l'OTAN. Sarah Suarez, journaliste et photographe vénézuélienne indépendante, des collaborations avec plusieurs médias, le magazine mexicain Letras Libres et notamment aussi la télévision américaine Univision. Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International, ancien reporter notamment en Amérique centrale. Vous avez travaillé 10 ans au quotidien français Libération. Vous êtes également chroniqueur radio sur France Inter. Et puis enfin Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps. Auparavant en poste à Bruxelles, à Bangkok et à Tokyo. Vous dirigez la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour commenter cette actualité qui est d'ores et déjà très riche en cette rentrée. Vous pouvez faire de même depuis chez vous. Faites-nous part de vos commentaires, de vos questions, soit sur notre page Facebook, soit sur Twitter avec le hashtag #kiosque. Ce fut donc le feuilleton de l'été, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, tirs de missiles d'un côté, rhétorique va-t-en-guerre de l'autre, jusqu'à dimanche dernier. Pyongyang a franchi un nouveau cap avec le lancement d'une bombe H bien plus puissante qu'une bombe atomique ordinaire. Le missile balistique intercontinental a testé la bombe à l'hydrogène. Un succès parfait. Le 3 septembre, nos scientifiques de l'usine de test nucléaire du nord du pays ont réussi à mettre en place un missile balistique intercontinental. Des images qui surprennent toujours un petit peu quand on est en dehors de la Corée du Nord. La question qu'on va se poser tout de suite et que je vous pose à vous, Marianne Perrondoise, s'il s'agissait vraiment d'une bombe à hydrogène, ça veut dire que Pyongyang a fait des progrès assez spectaculaires. Comment c'est possible dans un pays dont on dit qu'il est coupé du monde, que c'est un régime parmi les plus fermés au monde? Oui, mais il y a depuis des années en fait un programme balistique, un programme nucléaire qui est en train d'être développé évidemment dans un premier temps sur un mode clandestin, mais il y a un souci politique de la part du régime et une priorité stratégique qui a été effectivement dévolue à ce programme. Et effectivement, toutes les ressources à la fois technologiques et financières ont été concentrées sur le développement de ce programme qui finalement a commencé à se développer dans les années 80 sur un mode peut-être anodin puisque au début il s'agissait de se procurer de l'énergie et donc ça a commencé par la mise en place d'une centrale nucléaire avec le soutien soviétique à l'époque. Il n'en demeure pas moins que, vous l'avez rappelé, on se retrouve dans un environnement avec de grandes puissances, avec des forces militaires américaines, des voisins qui entretiennent des rapports assez compliqué, et une guerre de Corée, au fond, qui s'est terminée avec la signature d'un armistice, mais non pas un traité de paix. Et ça, c'est un élément extrêmement important. En fait, la
temps. La guerre est toujours en théorie... Voilà, et donc il y a un déficit de confiance et un problème, un dilemme de sécurité qui se pose pour tous les voisins, à commencer par la Corée du Nord, qui pense qu'elle aurait pu être rayée de la carte et faire l'objet d'un tir nucléaire au moment de la guerre de Corée. On va revenir justement sur cette attitude qu'a le régime vis-à-vis de la communauté internationale. Si on revient sur cet été, donc je le disais, il a été rythmé d'un côté par des essais, de l'autre par des réactions. D'un côté, on a Kim Jong-un, de l'autre, on a Donald Trump. On a l'impression que Kim Jong-un essaie d'attirer l'attention de Donald Trump. Quelle est la part de bluff de l'un et de l'autre? Parce que le ton est monté quand même cet été. Tout le monde était un peu inquiet quand même. Bon, dans le cadre de la Corée du Nord, je pense qu'on ne peut plus parler de bluff. S'il est avéré, et ça l'est sans doute, qu'une bombe à hydrogène a été testée, on n'est plus dans la catégorie du bluff et de la surenchère. On est véritablement dans la catégorie du rapport de force militaire et de ce qu'il suppose. Cela dit, on ne peut évidemment pas s'empêcher de faire un parallèle entre l'attitude du dirigeant nord-coréen et celle de Donald Trump. C'est-à-dire qu'au fond, la Corée du Nord a l'impression que Donald Trump est capable de tout. Vous savez qu'ils ont une revendication ancienne, c'est qu'ils veulent dialoguer directement avec les États-Unis. Et donc, quelque part, c'est une manière d'amener par la force Trump à la table des négociations. On verra si ça marchera. Pour l'instant, sur le plan de la rhétorique, c'est pas vraiment la position américaine. Mais il y a clairement, au fond, entre les deux hommes, un jeu extrêmement viril et particulièrement dangereux. Alors, sur la question que vous évoquiez, c'est-à-dire comment la Corée du Nord s'est procuré de quoi fabriquer cette bombe, moi, je crois que là, il y a encore beaucoup à apprendre. Je suis très frappé de voir que, pour l'instant, il y a très peu de révélations depuis cet essai. Donc, est-ce que les Américains ont des informations qu'ils ne veulent pas dévoiler pour l'instant et qu'ils attendent? Quel est le jeu réel des Chinois? On ne peut pas s'empêcher d'avoir des interrogations sur la Chine. Bref, il y a une opacité autour de cette bombe à hydrogène qui mérite clarification. Oui, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, régulièrement, et en tout cas depuis le premier essai de 2006, on s'est posé la question de savoir où allaient exactement les capacités, à la fois dans le domaine balistique, c'est-à-dire la technologie des lanceurs, et dans le domaine évidemment nucléaire. Il n'en demeure pas moins que sur ces dernières années, il y a eu des révélations sur des soutiens extérieurs dont a bénéficié la Corée du Nord. Donc il n'est pas étonnant que finalement, dans ce contexte d'incertitude stratégique, se sentant isolée, se sentant quelque peu menacée, la Corée du Nord ait souhaité acquérir ce qu'on appelle un peu rapidement l'arme du pauvre et se donner l'assurance, en fin de compte, d'avoir une carte définitive face à ce qu'elle ressent comme une menace récurrente des États-Unis. Et quand je parle de soutien, rappelez-vous les révélations sur la filière donc pakistanaise, avec le père de la bombe atomique pakistanaise, Abdul Khan. Il y a eu aussi des soupçons de collusion avec l'Iran concernant le balistique, avec un triangle de la prolifération où en fait on s'échange une forme d'expertise technologique entre l'Iran, le Pakistan et la Corée du Nord. Et ça, je pense que c'était dans le domaine public. Et donc, il n'est pas étonnant que finalement, ce régime ait pu, c'est vrai, au prix d'efforts financiers dont la population, d'ailleurs, a payé le On va y revenir le sur prix fort, les conditions de vie de la population. Ces capacités qu'on a l'air de découvrir avec un certain étonnement, mais peut-être dont on a nié quelque part, non pas l'évidence, mais le potentiel pendant toutes ces années. La question qui se pose aussi, c'est aujourd'hui, guerre, pas guerre, et si guerre il y avait, s'il devait y avoir une guerre, quel type de guerre, conventionnelle ou nucléaire? C'est des questions qui sont posées tout l'été. Sur ce plan-là, on n'en sait pas grand-chose, effectivement, mais je crois que ce qu'il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez finalement deux fous et un joker. Alors, les deux fous, on les connaît, hein, c'est le dirigeant nord-coréen et Trump, et on voit bien cette espèce de stratégie extrêmement mise en scène des deux côtés, avec les travers de l'un et de l'autre, la paranoïa de l'un et d'une certaine manière la grandiloquence de l'autre, où on peut inverser les termes du débat. Et puis le joker, aujourd'hui, me semble-t-il, y compris par rapport à l'origine des armes d'ailleurs, c'est probablement Poutine. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur un certain nombre de dossiers internationaux où l'Amérique aujourd'hui, les États-Unis aujourd'hui, avec une personnalité comme Trump, se laisse aller, disons, à des errements, on va dire, diplomatiques, on voit bien que Poutine est en train, là encore, de se présenter comme le joker, l'homme qui va peut-être pouvoir débloquer la situation et éviter un conflit cataclysmique. Et se pose la question de la Chine, puisque souvent quand on parle de la Corée du Nord, se pose la question de la Chine voisine, la Chine partenaire.
Est-ce que la solution peut venir de Chine ? Je pense que la Chine, évidemment, a aussi un rôle à jouer, mais tout comme Russie, effectivement, c'est des pouvoirs qui viennent se rajouter à une discussion qui semblerait être à deux, entre Trump et le leader nord-coréen, mais qu'au final, a beaucoup plus des gens qui s'invitent sur le plateau. Je pense qu'effectivement, on a sous-estimé quand même l'ampleur de ces projets nucléaires de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on marche sur une lame de rasoir où le minimum, la dérive, la décision mal prise, les coups de tête, les doigts qui s'élancent sur un Twitter peuvent effectivement déclencher, je pense qu'il y a des raisons, déclencher une guerre ou en tout cas un conflit et créer un accident très 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 grave. Cette possibilité d'une guerre, vous y croyez, Marianne ? Non, moi je n'y crois pas personnellement, parce que justement je pense que l'arme nucléaire c'est un outil de dissuasion avant tout, et on le voit bien avec les flots de rhétorique de part et d'autre, c'est-à-dire que on essaie de convaincre l'adversaire de sa résolution, on fait étalage de ses capacités. Je pense que finalement le leader nord-coréen a pris une certaine avance par rapport à Donald Trump, dont les propos à l'emporte-pièce ont fait craindre le pire, je dirais à plusieurs reprises au cours de l'année 2017. Je ne sais pas si vous avez en tête déjà les menaces d'envoi de porte-avions autour du mois d'avril, mais il a finalement placé la barre un peu haut. Il a menacé même d'une option militaire à plusieurs reprises, et donc il se trouve un peu enfermé dans un piège rhétorique où finalement la Corée du Nord fait étalage de ses capacités à un discours très ferme, mais un discours qui dit si vous m'attaquez, je répliquerai, avec un Donald Trump qui finalement n'a pas su s'arrêter à temps, et là se trouve dans une situation où il y a une forme d'incrédulité, d'inquiétude, mais quant à ses réactions éventuelles, sans oublier la crise de confiance latente qui peut être le fait du Japon comme de la Corée du Sud, qui sont quand même, il faut le rappeler, en première ligne, avec des moyens conventionnels de la Corée du Nord, dont elles ont déjà fait les frais à plusieurs reprises, et qui se demandent si finalement elles ont eu raison de déposer leur sécurité dans les mains, peut-être pas des États-Unis, mais des États-Unis personnalisés par Donald Trump. Les États-Unis, il faut rappeler quand même que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu l'élément pacificateur, sécuritaire dans la région. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec ce qui se passe, est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que c'est ce qui est en train de se dessiner ? Est-ce que les cartes sont en train de se redessiner dans la région ? Est-ce que l'équilibre est en train de bouger en Asie du Nord ? Alors que l'équilibre bouge, je n'en suis pas complètement certain, parce qu'effectivement, l'arme nucléaire, comme cela vient d'être dit, c'est avant tout une arme de dissuasion. Au fond, le discours de Kim Jong-un, du dirigeant nord-coréen, c'est de dire ne venez pas sur mes plates-bandes, respectez-moi, sinon, 3 points de suspension. Par contre, 2 remarques quand même. D'abord, la technologie nord-coréenne, elle n'est pas à l'abri d'un gros bug. C'est-à-dire que quand on lance des missiles au-dessus du Japon, vous imaginez ce qui peut se passer si d'aventure il y avait un problème balistique et qu'un de ces missiles venait, non nucléaire j'entends, venait à tomber sur le Japon. Donc premier élément, on ne maîtrise pas la course aux armements dans cette région, et c'est bien ce qu'il y a de très inquiétant, sans compter la poussée des nationalistes au Japon par exemple, qui eux poussent au réarmement très très fort. Deuxième élément, moi j'avoue être assez dubitatif sur le discours officiel entendu à propos de la Chine, qui consiste à dire la Chine est très embêtée, la Chine est un élément pacificateur, elle ne veut pas de cette poussée nucléaire de la Corée du Nord. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de constater que la rhétorique nucléaire nord-coréenne met les États-Unis en difficulté. Or, les États-Unis et la Chine sont en compétition frontale en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle pour Pékin. Donc, question, est-ce que Pékin, sur ce dossier, est véritablement l'élément pacificateur que l'on veut bien dire ? La Chine a tout intérêt au statu quo ? Oui, je pense. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la Chine a tout intérêt au statu quo, et je pense que s'il devait y avoir un conflit majeur, la carte viendrait effectivement plutôt de la Russie, qui, elle, a des intérêts à développer dans toute la région. C'est-à-dire que la montée en puissance quand même russe dans l'ensemble de l'Asie me semble un phénomène qu'on sous-estime aujourd'hui, et on va voir si le conflit entre la Corée et les États-Unis, et entre la Corée et son voisin du Sud et le Japon, évidemment, va être l'occasion pour Moscou de réabattre ses cartes diplomatiques comme elle le fait aujourd'hui dans différentes parties du monde.
Marie-Laure ? Il y a un mot important qui a été prononcé et qui est une clé dans cette affaire, c'est le mot nationalisme. On voit différentes formes de revendication de puissance qui s'expriment effectivement avec cette course aux armements que vous pointez du doigt, à juste titre, et des composantes différentes selon les acteurs. Il y a un nationalisme nucléaire, on peut le définir comme tel, de la part de la Corée du Nord. Il y a une forme de nationalisme dans un certain nombre de revendications de la Chine par rapport à ses frontières maritimes. On peut mentionner en passant quand même la mer de Chine méridionale, qui là aussi est un autre point chaud. Il y a une forme de nationalisme avec le Japon aussi, qui essaye de reconquérir une posture militaire et un espace diplomatique et a réussi à le faire, me semble-t-il, grâce au Premier ministre Abe. Et il y a donc une Corée du Sud aussi qui essaye d'exister, d'imposer une diplomatie et qui a quelque peu du mal face à un allié américain qui parle pour elle et face à une Corée du Nord qui refuse la main tendue et le dialogue que le nouveau président sud-coréen, à peine arrivé donc aux affaires, lui a proposé. Donc on voit bien s'entrechoquer, je dirais, le poids de l'histoire et des politiques d'affirmation de puissance avec pour chacun des protagonismes des intérêts stratégiques tout à fait divergents. Et c'est ça, je pense, qui est dangereux. Alors, on va s'intéresser un petit peu quand même à ce régime. On parle ici d'un des pays les plus fermés au monde. Ce régime qui cultive la mémoire de la lutte contre le colonisateur nippon, vous l'avez mentionné, qui fustige l'impérialisme américain. Il y a cette dimension un petit peu délirante de Kim Jong-un qui donne la sensation de ne vivre que pour et par l'acquisition de la puissance nucléaire. Un culte de la personnalité aussi qui est très important en Corée du Nord. Vous qui y allez régulièrement, comment est-ce qu'on y vit? Comment est perçu Kim Jong-un? Est-ce qu'à l'intérieur du pays, il est apprécié? Sachant qu'on n'a pas le droit de le critiquer, je le précise pour nos téléspectateurs. Oui, c'est un régime dictatorial qui fonctionne sur la base d'une propagande et d'un endoctrinement constant, parce qu'il y a des enjeux de politique intérieure qui sont liés à l'acquisition de cette bombe, de ces capacités nucléaires, puisque effectivement le régime pour l'instant a peu de réalisations à mettre en avant. C'est un régime qui a eu des difficultés dans le passé très, très graves en termes de développement économique. On a quand même toujours en tête un épisode de grave famine, l'appel à la communauté internationale qui a dispensé pendant des années une aide très, très généreuse, dont on dit qu'elle a été d'ailleurs détournée par le régime au profit de ces programmes clandestins. Donc c'est vrai que le régime doit faire la preuve de sa légitimité avec des réalisations. Et c'est vrai que sur le plan militaire, braver la toute-puissance américaine qui est sortie finalement victorieuse de la guerre de Corée, c'est une revanche que prend le régime sur l'histoire. Vous avez mentionné le Japon, les difficultés, je dirais, d'établir des relations normalisées avec le Japon. Donc c'est vrai que vous avez une propagande intérieure qui s'appuie sur ces ressorts nationalistes et fait que le régime y trouve la légitimation de sa puissance actuelle. Alors en 2014 sortait un rapport de l'ONU, je me tourne vers vous Jean, sortait un rapport assez terrifiant sur les crimes qui sont commis par le régime contre sa population. Comment on y vit en Corée du Nord? Il se trouve que la chronique, le journal que j'anime, on a envoyé un reporter sous Infonon évidemment en Corée du Nord il y a moins d'un an. On a pu son reportage en décembre dernier. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'il nous a décrit, c'est quand même globalement un pays à l'abandon, c'est-à-dire des autoroutes qui ne se terminent pas, des nids de poules, des belles avenues à Pyongyang vides de voitures avec des nids de poules à tous les coins, des lampadaires qui ne s'allument pas le soir. Cette difficulté d'une population qu'il faut bien se rendre compte n'a ni téléphone portable, ni accès à Internet, ni information au sens large. C'est-à-dire que l'information qu'on a, c'est la propagande officielle telle qu'on l'a connue en Europe de l'Est dans les années 70 et 80 avec les officiels. Donc on y vit très très mal. Deuxièmement, il y a énormément de prisonniers politiques. On n'en connaît pas le nombre exact. Et d'ailleurs, nous refusons à Amnesty International à communiquer sur le nombre exact de prisonniers puisque on n'a pas de données et pas le moyen de le contrôler. Et puis enfin, troisièmement, vous l'avez dit, il y a des luttes de pouvoir au sein des clans qui sont extrêmement opaques au sein de la population. Et donc, ce pays, non seulement est fermé, mais je
dirais qu'il est étouffé, pour tous les sens du terme. Et de plus, alors on l'a vu avec les famines des 20 dernières années, les gens mangent dans ce pays, mais ils mangent peu, ils mangent mal, et avec des régimes alimentaires, on le verra dans d'autres pays, d'ailleurs pour le Venezuela tout à l'heure, mais des régimes alimentaires qui sont malheureusement extrêmement déséquilibrés aujourd'hui, beaucoup de carences, et notamment de carences pour la fourniture en médicaments qui sont peu nombreux encore. Vraiment d'un mot pour conclure, je me tourne vers vous parce que vous êtes la spécialiste de la Corée du Nord autour de cette table. Est-ce qu'il y a une issue à ce régime? Est-ce qu'il y a une sortie pour cette population de ce régime? Et vraiment d'un mot rapidement. Le régime, apparemment, est en train de se réformer. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de réforme économique qui se mettent en place. Évidemment, le régime ne nous montre que ce qu'il veut bien nous montrer. Donc, on a l'image d'une capitale, à tout le moins, qui se modernise avec des constructions nouvelles. Mais est-ce que c'est un effet d'illusion? Est-ce qu'il y a véritablement une classe d'entrepreneurs, comme on nous l'explique, qui est capable de tirer l'économie du pays et de la faire profiter au reste de la population? Parce que c'est quand même un pays extrêmement rural. Je ne sais pas, il y a tout un pari, le développement économique que voudrait réussir justement Kim Jong-un en ayant dans un premier temps des assurances sur la sécurité et donc le développement nucléaire. Et donc un pays dont on va suivre l'actualité, qui est une actualité internationale qui ne concerne pas que la Corée du Nord. On va suivre ça dans Kiosque et je pense qu'on va en reparler cette année régulièrement. Je vous propose qu'on reste en Asie, qu'on se dirige maintenant en Birmanie avec cette hémorragie sans précédent dans la longue et douloureuse histoire des Rohingyas, cette minorité musulmane. En 2 semaines, environ 270 000 personnes ont fui au Bangladesh voisin, où elles ne sont pas non plus les bienvenues. Petit rappel des faits, le 25 août dernier, des rebelles se réclamant des Rohingyas attaquent des postes de police. Depuis, l'armée ratisse à nouveau l'ouest de la Birmanie, une armée en train de se livrer à une vaste opération de purification ethnique. Les militaires et la foule ont incendié nos maisons, brûlé des gens et leur ont tiré dessus. C'est pour ça que je me suis enfuie avec mes 2 enfants. Ils ont brûlé ma maison et tué mon mari à coups de couteau. Ils massacrent les gens, ils jettent les bébés sur les couteaux de cuisine. Les soldats birmans ont tiré au-dessus de nos têtes. On s'est caché dans l'eau, les enfants ont avalé beaucoup d'eau. Les soldats étaient nombreux, ils avaient de longues machettes. Ce sont les corps de ma fille, de mon fils et de mon beau-fils. Ils ont tous été tués. L'icône birmane Aung San Suu Kyi est enfin sortie de son silence ce mercredi et ça a été une déception à l'international. La chef du pouvoir civil n'a pas dénoncé la persécution des Rohingyas. Au contraire, elle s'insurge contre, je cite, un iceberg de désinformation visant à promouvoir les intérêts des terroristes, autrement dit les Rohingyas. Pourquoi Aung San Suu Kyi est dans ce déni ? Aung San Suu Kyi est maintenant la présidente de fait de la Birmanie, la patronne des autorités civiles. Elle n'a pas compétence, ou plus exactement, elle ne parvient pas à contrôler l'armée. Donc elle fait de la politique. Et on voit que Aung San Suu Kyi redevient ce qu'elle a toujours été, et ça ne veut pas dire que son combat pour les libertés politiques en Birmanie n'était pas légitime. Elle a toujours été une nationaliste birmane, elle est issue d'une famille qui est née dans le nationalisme birman. Son père, le général Aung San, pendant la guerre du Pacifique, avait pendant un moment pactisé avec les Japonais contre les colonialistes britanniques. Or, comme par hasard, ces populations, les Rohingyas, sont arrivées pour bon nombre d'entre eux au XIXe siècle avec les colonisateurs britanniques. Donc il y a là une forme de boucle qui est bouclée, tragiquement, sachant qu'au même moment, il y a une réalité, c'est que se constitue maintenant à l'ouest de la Birmanie un nouveau mouvement politico-militaire, ce qui est nouveau dans le cas des Rohingyas, c'est-à-dire qui défend les droits de cette minorité, comme cela a été le cas pour d'autres minorités en Birmanie, les Karen, les Kachin, les Chan, etc. Donc on a ce double mouvement, ce qui permet à Aung San Suu Kyi de parler de désinformation. Elle a évidemment tort, il n'y a pas de désinformation, il y a 2 mouvements contigus, d'une part une rébellion militaire qui se met en place et d'autre part une épuration ethnique par l'armée birmane qui a saisi l'occasion. Et là on a une dirigeante politique, et on peut se tourner vers nos amis des ONG, qui démontrent que lorsqu'il s'agit de faire de la politique, elle n'a pas d'état d'âme. Est-ce qu'on peut dire que cette semaine, Aung San Suu Kyi est tombée de son piédestal ? Je dirais que oui, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a réveillé dans tous les pays d'Ouest justement une grande admiration à cause de son parcours, à cause de son histoire, à cause de tout ce qu'elle a souffert en tant que victime justement d'un régime dictatorial. Et aujourd'hui, la voir réagir de cette façon à le drame de réfugiés, des personnes qui sont des citoyens de nulle part, apatrides, qui n'ont pas de droit à exercer dans ce pays, c'est vraiment douloureux, je pense, pour les personnes qui l'ont suivi. Après, effectivement, les transitions sont difficiles, les négociations
négociations sont difficiles. Avoir à faire face à un groupe militaire qui contrôle quand même le pouvoir dans la tuyauterie de ce régime, de ce gouvernement, c'est dur pour elle d'essayer de manœuvrer entre les différentes réalités. C'est-à-dire que, comme on le sait, en Birmanie, le pouvoir est partagé. Il y a le pouvoir civil, c'est Aung San Suu Kyi, et puis le pouvoir militaire qui est encore très important là-bas, et on va y venir dans un instant. Sur le cas d'Aung San Suu Kyi, les critiques ont plu toute la semaine. Regardez cette une du quotidien britannique The Guardian. C'était hier. L'appel d'un autre prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, a vivement critiqué Aung San Suu Kyi, l'exhortant à intervenir dans la crise qui dégénère en Birmanie et à protéger la minorité musulmane persécutée par les forces de sécurité. En mars dernier, le gouvernement d'Aung San Suu Kyi avait promis de mettre en œuvre rapidement la plupart des recommandations de la commission Annan sur la question des Rohingyas. On en est où, Jean? Est-ce que quelque chose a été fait? On n'a pas l'impression. Malheureusement, on n'en est nulle part. Et son isolement sur la scène internationale est très grand. Effectivement, il y a 350 000 personnes qui ont signé une pétition pour demander qu'elle remette son prix Nobel et tout. Et je crois que les Rohingyas, aujourd'hui, sont dans une situation extrêmement difficile parce qu'effectivement, à l'intérieur même de la Birmanie, il y a des nouveaux enjeux de pouvoir et une certaine radicalisation, on peut le dire, sur le plan politique et militaire, d'ailleurs, de la rébellion Rohingya. Et à l'intérieur du Bangladesh où ils arrivent, ils sont évidemment, vous l'avez dit, très malvenus dans un pays qui lui-même connaît des très grandes difficultés et est en train de se durcir sur le plan politique. On met beaucoup de gens en prison au Bangladesh. Il y a eu plusieurs blogueurs démocrates qui ont été assassinés ces dernières années, des journalistes évidemment, des militants LGBT tout récemment, il y a quelques mois encore. Donc on voit bien qu'il y a un durcissement général et que les Rohingyas, si j'ose dire aujourd'hui, sont pris dans un étau entre un Bangladesh qui se durcit, qui n'a pas envie d'eux parce qu'il n'a pas non plus les moyens de les accueillir, et la Birmanie qui est en train de l'armée birmane qui est en train de parachever une sorte d'épuration ethnique. Alors, sur le message politique proprement dit, vous avez peut-être vu ou entendu parler du film de Barbet Schroeder qui était sorti au printemps, Le Vénérable W, qui pour moi a été, j'avoue, une révélation de cette espèce de puissance horrible du message nationaliste, xénophobe des bouddhistes birmans. Et on peut comparer à certaines situations, y compris en France d'ailleurs, le discours de Marine Le Pen n'a rien à leur envier malheureusement. Donc le contexte est quand même là très fort et très inquiétant. Donc maintenant, ça fait longtemps que les ONG défendent les Rohingyas, les ONG se mobilisent pour les Rohingyas, pour des raisons humanitaires, et je pense qu'il va falloir le continuer, mais que l'exode massif qui est en train de se produire et qui, à mon avis, n'est pas fini du côté du Bangladesh, va entraîner de nouvelles difficultés dans un pays qu'on connaît déjà. Et vous parliez de cet ultranationalisme bouddhiste en Birmanie. Aung San Suu Kyi en est une des cibles aussi. Oui, alors il faut savoir quand même que cette affaire des Rohingyas, elle n'est pas nouvelle. Moi, je me souviens, j'étais correspondant à Bangkok dans les années 90, et déjà, à l'époque, il y avait des attaques contre des Rohingyas et des arrivées de Rohingyas au Bangladesh. Donc c'est une affaire ancienne. Et deuxièmement, que voit-on? On voit quand même le legs de la dictature militaire en Birmanie, qui d'ailleurs n'est pas complètement terminée. Les militaires ont cultivé les pagodes, littéralement, ils ont inondé d'argent et de privilèges les moines afin de verrouiller la population. Donc ils ont favorisé au sein du bouddhisme birman le courant le plus nationaliste qui leur convenait, bien entendu. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, Aung San Suu Kyi est elle-même dans une position qu'elle a quand même acceptée. C'est là où moi, j'ai une divergence avec les ONG. Elle n'a pas subi la situation actuelle. Elle l'a acceptée pour arriver au pouvoir. Et ce qu'elle a accepté, c'est de laisser les militaires continuer à mener les opérations de pacification contre les minorités comme ils l'entendent. C'est quand même gravissime. Est-ce que ça veut dire, Richard et les autres, qu'aujourd'hui, le pacte entre Aung San Suu Kyi et les militaires touche à sa limite, peut-être ? C'est-à-dire que lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, portée par les succès de son mouvement, de la LND, on a bien vu quand même un partage avec l'armée, non seulement en conservant 25%, me semble-t-il, des sièges au sein de l'Assemblée nationale, ce qui garantissait effectivement une permanence de leur influence, avec précisément ces ministères clés, ces ministères liés à la sécurité, qui fait que finalement, toute présidente de fait qu'elle est avec les affaires étrangères, elle n'a pas le bras armé, elle n'a pas la plénitude de l'outil militaire. Et alors effectivement, c'est vrai que on imagine qu'elle est très isolée au sein du pouvoir et que au fond, ce problème des Rohingyas, j'ai bien compris qu'il y avait un problème de citoyenneté et que vouloir modifier la Constitution impliquerait de revenir devant l'Assemblée nationale, impliquerait
nécessiterait des discussions, mais pourquoi pas? Je pense que c'est une des solutions, je n'en vois pas d'autres. Entamer des discussions de façon à faire en sorte que le dossier ne soit plus géré uniquement par l'armée et d'une façon sécuritaire, mais ouvrir un espace de discussion pour poser clairement la question de l'octroi de la citoyenneté. Est-ce que c'est possible en Birmanie? Parce qu'on a quand même l'impression, Aung San Suu Kyi est là, c'est une avancée, elle est au pouvoir depuis 1 an et demi à peu près. On a quand même l'impression que le vrai pouvoir est entre les mains de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, Aung San Suu Kyi est en fait un faire valoir une caution des militaires sur place? Et est-ce que donc l'option que vous avancez est possible? C'est ce qui est en train de se jouer maintenant. On va voir si elle obtient par ailleurs des concessions et dans quel domaine elle les obtient. Elle a obtenu quelques concessions pour les libertés politiques, essentiellement des représentants de son mouvement, d'ailleurs, la Ligue nationale pour la démocratie. Est-ce qu'elle va réussir à davantage élargir, je dirais, à desserrer l'étau? C'est pas sûr. Quand même, encore une fois, une chose, Aung San Suu Kyi est elle-même, depuis d'ailleurs les années 90, sous le coup d'un procès récurrent en nationalité. Parce que pourquoi elle n'est pas présidente réelle de l'État? C'est parce qu'elle était mariée à un citoyen britannique, Michael Harris, et que de ce fait, on ne lui permet pas, par la Constitution, d'accéder à la tête du pays. Pour elle, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'elle est sur cette marge permanente. Dès qu'elle va donner prise, éventuellement, à des minorités qui plus est apatrides, elle va être accusée de faire le jeu de l'étranger. Et évidemment, c'est le piège parfait qu'on lui tend. Jean ? Oui, on peut ajouter un mot, c'est qu'il y avait un certain nombre de militants, démocrates, de poètes, d'intellectuels, de journalistes d'ailleurs, qui avaient été élus députés et qu'on n'entend absolument pas ces jours-ci. Il y a une espèce de silence, là encore, des intellectuels, des gens engagés, qui serait probablement utile d'entendre, parce que c'est aussi des forces raisonnables et c'est des gens qui sont battus pendant plus de 20 ans pour la démocratie, à ses côtés, et qui aujourd'hui ont le sentiment d'être doublement trahis dans cette situation. Et on découvre Aung San Suu Kyi, on découvre sa personnalité, parce que finalement, elle a été emprisonnée. Alors, en tout cas, à l'international et dans les médias, on l'a souvent présentée en continu, elle l'appelait une icône. Elle a en effet ce prix Nobel de la paix, mais aujourd'hui, on découvre que c'est une femme qui a plutôt mauvais caractère, qui est peut-être pas très très facile. On la découvre aussi avide de pouvoir, mais un pouvoir pour quoi faire? Ça fait 1 an et demi qu'elle est aux affaires. Et est-ce que son bilan, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre à son crédit? Écoutez, moi je ne connais pas la Birmanie, j'ai jamais mis les pieds, mais je discutais il y a 3 jours avec une de mes collègues qui est allée à plusieurs reprises et qui me disait qu'au contraire, c'est une permanence dans sa personnalité, son caractère dur, sa certaine brutalité et en même temps sa force de tempérament. Et que donc aujourd'hui, en réalité, elle n'est pas du tout isolée en Birmanie, c'est-à-dire qu'elle a le soutien évidemment d'une partie de l'armée et elle a aussi le soutien d'une grande majorité de la population et notamment cette population religieuse qui s'est radicalisée ces 15 dernières années. Mais sur le pouvoir qu'elle détient, qu'est-ce qu'elle en fait depuis 1 an et demi? Pour l'instant, pas grand-chose, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Il va être un peu osé, mais avec la Corée du Nord. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que dans toute cette région, il se trouve que j'ai passé le mois dernier en Asie du Sud-Est. Partout, c'est une défaite de la démocratie. C'est une défaite tragique de la démocratie dans des pays, y compris la Birmanie, qui attirent les investissements internationaux, où il y a de l'argent. La Birmanie n'est pas un pays développé, elle sort de 40 ans d'autarcie, mais quand même, il y a un afflux massif d'investissements internationaux, et notamment d'investisseurs occidentaux. Or, partout dans cette région, la démocratie recule sous le coup des nationalismes, sous le coup des militaires. Et tout à l'heure, on parlait de la Corée du Sud, situation terrible pour la Corée du Sud, qui est une démocratie avec en plus un président de la République nouveau conciliant qui se trouve complètement piégé par la rhétorique nord-coréenne. Donc là, je crois qu'il faudrait réfléchir sur ce qui est en train de se passer dans cette région où finalement les tenants de la solution militaire, nationale, dure, dictatoriale ont partout, presque partout, les leviers en main. Et avec une inquiétude peut-être, avec cette persécution des Rohingyas qui sont, je le rappelle, des musulmans et qui sont apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nationalité. Première salve en fait de persécution, c'était au printemps, on en avait parlé ici dans Kiosque. À l'époque, le groupe État islamique avait dénoncé un génocide. On sait que le groupe État islamique et cette forme d'islamisme extrémiste arrive en Asie, s'implante en Asie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Birmanie est peut-être un point de concentration de ce djihad ? De ce djihadisme. C'est l'argument d'Aung San Suu Kyi, elle l'a cité d'ailleurs, elle a parlé de djihadisme. Pour l'instant, on n'en voit pas trace et de toute manière, l'enjeu territorial de cette zone est c'est une zone extrêmement compliquée à tenir. Si d'aventure l'État islamique voulait... D'abord, il n'y a pas de grande métropole. Le Bangladesh est déjà vérolé par l'islamisme. Un lieu d'implantation, Marianne ?
Non, je ne pense pas. Pour l'instant, ça reste très très minoritaire. Effectivement, on a été surpris de découvrir ce mouvement donc armé, mais il n'en demeure pas moins que ça peut donner du grain à moudre à l'ensemble des régimes de la région qui ont peur effectivement d'une radicalisation de certains mouvements. Regardez la situation en Indonésie, regardez la situation aux Philippines, et il est quand même assez emblématique que lors des dernières grandes réunions de l'ASEAN, donc l'organisation régionale de l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, on a effectivement parlé du problème nord-coréen, mais on a quand même passé sous silence ce problème de la minorité Rohingya, qui ont essayé aussi par la mer d'échapper aux persécutions et qui n'ont pas trouvé d'accueil, que ce soit en Malaisie ou en Thaïlande. Donc il y a vraiment un verrouillage sécuritaire de l'ensemble des voisins de la Birmanie, avec la crainte de mouvements radicaux qui viendraient les déstabiliser. Et puis il y a des facteurs extérieurs, il y a des influences, il y a la Chine qui a énormément d'enjeux économiques et qui soutient un certain nombre de ces régimes sans regarder finalement leur couleur politique, et qui a notamment des intérêts grandissants dans la province de l'Arakan, puisqu'elle essaye de développer le seul port de la province, le port de Sittwe, et qui ne voit pas d'un très bon œil la situation se compliquer. Sarai ? Mais justement, oui, la piste djihadiste, effectivement, n'aurait pas de sens, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est une affaire historique. Ça date pas d'il y a quelques mois, ni il y a quelques années. C'est quand même beaucoup plus vieux que ça, le problème de cette population apatride. Et en même temps, je pense que ça va encore plus loin, le fait de ce militarisme et de cette complexité. Ça se passe pas seulement dans la région. Les transitions des gouvernements militaires, dictatoriaux, vers des démocraties, c'est une affaire très complexe, d'une difficulté énorme à gérer. Et pour quelqu'un comme Aung San Suu Kyi. J'arrive pas à prononcer ça en français parce que je le dis tout le temps en espagnol. Mais il y a en espagnol si vous voulez. C'est vraiment très compliqué. Elle est face à cette passé et cette image tellement forte qu'elle avait réveillée face au monde entier. Et aujourd'hui, se voir quand même combattre de l'intérieur ces militaires qui la tient finalement entre ses mains, pour elle, c'est d'une difficulté encore plus forte. Et vous parliez d'une transition d'une dictature vers une démocratie. On va s'intéresser à votre pays, Sarai, où l'inverse a l'air de se produire. C'était peut-être l'un des autres thèmes chauds, dossiers chauds de cet été, le Venezuela. Fin juillet, rappelez-vous, une assemblée constituante était élue. Le président Maduro s'arrogeait ainsi les pouvoirs du Parlement. Le Parlement, aujourd'hui la seule institution contrôlée par l'opposition, et cette semaine, son président a pris le gros risque d'énerver Nicolás Maduro. Julio Borges a effectué une tournée européenne en quête de soutien. Nous allons rencontrer la première ministre Theresa May. L'idée, c'est qu'on connaisse la réalité du pays et qu'on sache comment nous allons réussir à reconstruire le Venezuela, le rendre prospère, en faire un pays ouvert aux investissements et à la croissance. Le monde entier veut voir un Venezuela prospère et c'est l'objectif de cette tournée. Et nous réussirons bientôt avec la communauté internationale et le peuple vénézuélien. Le président Macron a été assez choqué. Il nous a demandé plusieurs fois comment il pouvait apporter son aide face à la crise humanitaire que traverse le Venezuela. Le président nous a aussi assuré de son soutien total à l'Assemblée nationale que nous représentons. En réunion avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui a exprimé son soutien absolu à l'Assemblée et au peuple vénézuélien. Merkel a aussi exprimé sa profonde préoccupation pour la grave crise humanitaire et la violation continue des droits humains au Venezuela. J'ai le sentiment que toute l'Europe a une vision claire du problème vénézuélien. Et je le souligne car c'est pour nous fondamental. L'Europe ne reconnaît pas et rejette l'Assemblée constituante frauduleuse que Maduro a mis en place grâce à un système électoral non démocratique. Cela m'est égal ce que dit la Merkel ou la reine d'Angleterre. Au Venezuela, il faut la justice. Ici, on ne dirige pas l'État depuis Londres, ni depuis Madrid, ni depuis Washington. C'est au Venezuela que se trouve le pouvoir souverain.
Et Nicolas Maduro exige que le président du Parlement, Julio Borges, soit jugé pour trahison en raison de ses tournées sur le vieux continent. Question, pourquoi l'Europe? Que peut faire l'Europe pour l'opposition vénézuélienne? Bon, déjà les États-Unis ont fait une série de mesures économiques contre les biens des membres du gouvernement et d'autres mesures qui essayent justement de bloquer les liens avec le Venezuela. Venir chercher l'aide des Européens est important parce que l'Union européenne peut aussi décider de prendre des mesures également pour punir un peu justement ce régime qui aujourd'hui est considéré comme illégitime au Venezuela à cause de cette Assemblée nationale constituante. En même temps, c'est important le soutien international puisque aujourd'hui le pays est complètement isolé, seul dans cette recherche de récupérer la liberté, de faire valoir les droits et la Constitution que Chavez avait fait lui-même et qu'aujourd'hui c'est le même gouvernement de Maduro qui est en train de détruire et de violer avec des décisions qui sont contre justement ce qui est marqué dans la Constitution. L'Assemblée nationale constituante, par exemple, a été faite par décision de président, sans passer par le fait de faire un référendum, chose qui était obligatoire d'après la Constitution. Donc, chercher le soutien international permet de donner la légitimité à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est mise à l'écart par un pouvoir qui contrôle absolument toutes les institutions dans le pays. Il y a 10 jours, le président français Emmanuel Macron a qualifié le régime au Venezuela de dictature. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé cet été, en effet, le pays est devenu une dictature? Je m'adresse à tous. Je ne sais pas si c'est devenu une dictature. En tout cas, le processus est enclenché. Ce qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup de choses au Venezuela qui nous rappellent d'autres choses qu'on a dit sur d'autres pays pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord, on voit une détresse sociale extrême de la population aujourd'hui. Je crois que ce qui est très frappant dans le Venezuela, pour qui l'a connu comme moi il y a quelques décennies, on va dire, c'est la paupérisation totale du pays. On rappelle que c'est le pays le plus riche d'Amérique du Sud. Mais bien sûr, c'était les grandes avenues de Caracas dans les années 70, c'était le symbole de la modernité en Amérique du Sud. Donc, je crois que cette espèce de recul, cette détresse sociale, des gens qui n'ont à nouveau plus à manger, qui n'ont pas les médicaments de base, des situations pour des malades dramatiques. J'ai lu cette semaine un papier sur des malades du sida qui sont en trithérapie et qui n'ont plus les médicaments depuis plusieurs mois maintenant, donc qui sont mis en danger vital. Donc, si vous voulez, cette espèce de foutoir incroyable qui s'est créé dans ce pays, je crois que c'est la première raison. Deuxièmement, on le voit aujourd'hui, il y a aussi dans toute l'Amérique du Sud une montée en puissance de la corruption. Luisa Ortega, qui est la procureure générale du Venezuela, qui est parti en Colombie il y a quelques semaines, très récemment, a immédiatement dénoncé la corruption totale du régime Maduro. Peut-être vous avez d'autres informations sur ce plan, mais elle parle de marchés sur lesquels la famille Maduro, son propre frère, ont pris des centaines de millions de dollars, et on retrouve dans ça les grandes entreprises brésiliennes qui ont eux-mêmes corrompu le régime du Parti des travailleurs et du président Lula et de sa successrice. Donc on retrouve là ce contexte sud-américain de corruption, de paupérisation totale et d'une démocratie que le président Maduro, le président actuel du Venezuela, est en train de mettre à bas littéralement dans tous ses fondamentaux. C'est vrai ? Je me permets de dire qu'effectivement nous sommes en dictature au Venezuela. Et pourquoi ? Il n'y a pas des institutions libres, il n'y a pas de respect à la liberté de presse. C'est pas parce qu'on fait des élections qu'on est une démocratie, c'est pas automatique. Et je pense par contre que là où se trouve le détail dans le fait de dictature ou démocratie, c'est qu'on ne peut pas penser les dictatures d'aujourd'hui, sauf pour la Corée du Nord peut-être, mais on ne peut pas les penser comme on voyait les dictatures des années 70 en Amérique latine. Les dictatures modernes, les dictatures d'aujourd'hui, c'est des dictatures 2.0. C'est des dictatures où on fait des élections, mais on torture les gens dans les prisons. On envoie des messages sur Twitter, on informe sur les plateformes Internet, mais on élimine la presse libre et on empêche les gens de dire ce qu'ils pensent. Donc c'est les dictatures modernes, ils jonglent entre les éléments, c'est des dictatures de 2017 quand même, ils jonglent entre les éléments de l'actualité et les traditions des dictatures et des violations des droits de l'homme. Ces deux personnes qui sont venues à faire cette tournée en Europe, ils ont dû partir de pays... le président et le vice-président du Parlement. On parlait du président, mais c'était ça. Il était avec son vice-président. Il était avec le vice-président. Ils ont dû partir de façon clandestine presque pour venir ici faire ce travail de rencontre avec les autorités politiques. Il y a eu la femme de Leopoldo López, Lilian Tintori, qui est lui-même en prison, justement un prisonnier politique et chef d'un parti, un opposant chef d'un parti politique. Elle a été empêchée à l'aéroport de partir pour cette tournée. Donc on voit clairement que les éléments de la dictature sont là, même s'il y a encore des petits outils de démocratie qu'on utilise pour légitimer ce pouvoir. Richard, c'est les démocratures.
C'est les démocratures. La grande question, c'est jusqu'où va aller le délitement de ce régime et de l'État piloté par Maduro. On a vraiment l'impression que petit à petit, il y a à chaque fois un pan du gouvernement, un pan de la population qui lui échappe. Donc petit à petit, le régime est de plus en plus en difficulté, mais en même temps, il tient toujours les leviers de commande et notamment la police. Et donc moi, je m'interroge, un régime qui paraît tellement sûr de sa capacité à tenir les leviers principaux de l'État, est-ce qu'on peut véritablement l'amener à dialoguer quand il est persuadé, et c'est le cas du régime vénézuélien, d'être victime d'un complot occidentale, voire mondiale. Donc comment on fait? Et la question qui se pose à l'Union européenne, c'est évidemment celle des sanctions, celle des mesures à adopter. Je voudrais quand même y ajouter un élément. Comment peut-être rétablir le dialogue et comment rétablir une forme de négociation avec Maduro? Ce qui est frappant, c'est que personne ne semble aujourd'hui être capable de faire entendre raison à Maduro et d'établir une nouvelle, je dirais, circuit de communication avec ce pouvoir vénézuélien. Est-ce que ça pourrait être le pape? La question se pose. Le quotidien vénézuélien et l'Universal titrait jeudi sur l'appel du souverain pontife à plus de solidarité et de justice. François, en visite en Colombie voisine, rencontrait cette semaine des évêques alors que l'épiscopat du Venezuela ne veut plus discuter avec Nicolas Maduro. Depuis un an, le Vatican tente sans succès de jouer les médiateurs. Est-ce qu'il y a une option, sachant aussi que, et c'est un autre élément, le pape a été le médiateur entre les États-Unis et Cuba, et on sait l'importance de Cuba au Venezuela. Est-ce que le pape, c'est une option ? À vrai dire, je pense que non. Le pape a été un peu mis dans une sorte de dialogue qui était une pantomime finalement, qui n'a servi qu'à gagner de temps pour le gouvernement. Et aujourd'hui, l'Église, en tout cas cette aile de l'Église qui représente le pape actuel, est très mal perçue un peu par la population dans cette possibilité de dialoguer. Évidemment, c'est un pays très catholique où l'Église compte beaucoup dans sa participation dans la société, mais aujourd'hui, je ne vois pas trop la possibilité qu'ils puissent arriver à faire quelque chose. Par contre, au Cuba, effectivement, c'est une pièce clé dans ces jeux d'échecs parce que Cuba a été très, très influente sur la politique vénézuélienne, sur la stratégie que le gouvernement et de Chavez et encore aujourd'hui de Maduro ont suivi. Est-ce qu'elle pourrait être une solution pour la situation vénézuélienne? J'irai pas jusque-là parce qu'eux aussi, ils sont dépendants de ce pétrole et de cette richesse vénézuélienne. Donc, pareil que le militaire, ces deux secteurs, les Cubains et les militaires vénézuéliens qui sont au pouvoir, coupés avec ces gouvernements, se traduit dans leur détresse et la disparition des pouvoirs qu'ils détiennent aujourd'hui. Donc ça ne leur convient pas du tout. Jean, le pape, Cuba, une option peut-être qui se dessinerait là? C'est très intéressant de voir que le pape revient sans cesse, y compris dans son dernier bouquin avec Dominique Volton, sur ses racines, si j'ose dire, latino-américaines et sur cette théologie de la libération qu'il a quand même profondément marqué et qui reste un des fondamentaux de son discours aujourd'hui. Cela dit, moi j'ai envie de dire l'Église combien de divisions, c'est-à-dire que ça représente pas grand-chose. On a vu que dans le voyage en Colombie, aucune avancée n'avait été faite au cours de ce voyage en direction des autorités vénézuéliennes. Aucun message n'a été envoyé par le souverain pontife en direction des autorités vénézuéliennes. Donc on peut dire que pour l'instant, le pape peut être quelque chose, mais c'est plutôt le silence radio du Vatican qui, me semble-t-il, est assourdissant aujourd'hui. Alors après, il y a la question des sanctions aussi qui reviennent. Il devrait y en avoir prochainement encore de l'étranger. Rappelons que depuis fin août, il est interdit d'acheter sur les marchés financiers américains des obligations de l'État vénézuélien ou de Savachalais, qui est la compagnie pétrolière. Si tant est que certains seraient encore intéressés pour les acheter. Enfin, en tout cas, il y a une tentative de bloquer là. C'est ce qu'on appelle du papier en termes économiques. Washington, dans tous les cas, veut empêcher Caracas de se refinancer. Ça, c'est une évidence. Or, le Venezuela a besoin de devises pour la nourriture, pour les médicaments, pour payer sa dette. Est-ce que la banqueroute, c'est une solution ? Solution, je pense pas, parce que déjà on est un pays en banqueroute. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment le muscle financier pour continuer à vivre le quotidien. C'est un pays qui a détruit l'industrie nationale, qui a détruit la productivité nationale et qui doit aujourd'hui sur un assiette vous trouvez les haricots qui viennent de Brésil, les poulets qui viennent, si vous trouvez, le poulet qui vient de l'Uruguay, le riz qui vient des États-Unis et
et le maïs qui vient de Mexique. Donc, ils ont vraiment détruit la capacité à produire au niveau national. Donc, aujourd'hui, et on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Russie, c'est vers la Russie qui essaye de se tourner le gouvernement de Maduro et vers la Chine pour demander, encore une fois, à travers PDVSA, de récupérer un peu de liquidité afin de pouvoir survivre dans la crise qu'ils traversent aujourd'hui. Sauf que, il y a encore beaucoup de pas à suivre pour en arriver là. Le premier pas, c'était de faire cette Assemblée nationale constituante qui pourrait lui permettre de signer les contrats comme il déciderait de le faire. Chose que l'Assemblée nationale qui représente Julio Borges, qui est venu en tournée ici, le président de l'Assemblée nationale, il ne permettrait pas de faire justement ces cautions au gouvernement. Donc aujourd'hui, le premier pas, c'était de créer cette Assemblée nationale constituante. Ça, c'est fait. Est-ce qu'ils vont réussir à négocier avec les Russes et les Chinois? C'est encore à voir. Oui, une inquiétude quand même qui nous ramène aux États-Unis, c'est-à-dire que quand on voit comment se comporte Donald Trump en permanence, on se dit qu'à un moment donné, il pourrait très bien avoir l'initiative d'une action violente en Amérique latine qui est son précaré, alors qu'on vient de le dire, en Asie du Nord-Est, ça devient beaucoup plus compliqué pour les États-Unis de mener des expéditions militaires. Donc moi, je suis extrêmement inquiet parce qu'entre la rhétorique très violente, entre les discours très violents de Maduro, on en a eu un exemple tout à l'heure contre Merkel et autres, et d'autre part un président américain qui va avoir besoin à un moment donné de prouver qu'il a des gros muscles et qu'il est le patron, surtout dans sa région. Ça serait plus simple au Venezuela qu'en Corée du Nord? C'est évident, et moi je n'exclus pas une escalade. Je n'exclus pas une escalade dans cette région. Jean? Je ne crois pas que ce soit plus simple au Venezuela qu'en Corée du Nord. Je pense même que c'est peut-être encore plus compliqué, parce que d'abord il faut se souvenir du contentieux historique dans les années 70 entre les États-Unis et le continent sud-américain au sens large, du fiasco de l'opération Noriega il y a quelques décennies. Donc les Américains sont quand même dans une situation extrêmement difficile, et je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que là encore, on voit un espèce de Trump qui est un peu le fou et qui gesticule et qui tweet et qui, au fond, ne dit pas grand-chose, et les Russes qui, effectivement, dans une situation où ils ont des intérêts, puisque les intérêts pétroliers sont en partie les intérêts de la Russie aujourd'hui, essayent d'avancer des pions pour, si c'est possible, parce que je crains que effectivement le Venezuela soit au bord d'une guerre civile aujourd'hui, si c'est possible, arriver à redresser la situation. Donc là, on arrive au terme de l'émission. On a deux options de guerre. Je trouve qu'on a fait très fort pour une première émission de la rentrée Corée du Nord, Venezuela. Évidemment, des sujets qu'on va suivre très attentivement dans Kiosque, mais je vous propose qu'on termine sur un ton un peu plus léger, en tout cas avec le trait d'humour et la pertinence de Dilemme sous son crayon. On va regarder tout de suite les dessins qu'il nous a préparés pour cette semaine, et on en parlait tout à l'heure. En Birmanie, l'icône Aung San Suu Kyi ferme les yeux sur le massacre des Rohingyas. Son auréole de sainte l'empêche de voir. Désolée, elle ne tient plus en place, explique la prix Nobel de la paix. La facture de gaz vient d'arriver à Bachar al-Assad. L'ONU désigne le régime de Damas comme responsable de l'attaque au sarin qui avait fait plus de 80 morts en avril dernier à Khan Cheikhoun. Le président français a lancé son projet de refondation de l'Europe depuis la Grèce. Emmanuel Macron a aussi salué les efforts d'Athènes. Il appelle à lui faire confiance. Bonne nouvelle, l'Europe vous accorde une rallonge de la corde pour se pendre sous le crayon de Dilemme. L'ouragan José de niveau 4 sur une échelle de 5 est passé plus loin que prévu de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, deux îles dévastées par le passage d'Irma, l'un des plus forts ouragans jamais observés dans cette région. Irma qui a ensuite frappé Cuba et que redoute maintenant la Floride. On va voir le prochain dessin. Second ouragan violent après Harvey à Houston, et le climato-sceptico-négationniste président américain qui explique, accroché à un palmier, que le réchauffement climatique ce n'est que du vin. Alors on rappelle qu'il y a 10 jours, Donald Trump a signifié à l'ONU son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que ces catastrophes, ces deux ouragans en série, pourraient le faire revenir sur sa décision ? Je ne sais pas, à vrai dire, l'homme paraît avoir vite changé d'avis sur beaucoup de dossiers importants, pourquoi pas sur celui-là où il est quand même largement contredit par les faits. Donald Trump, une épiphanie sur le climat après le passage d'Irma ? Moi, je crois qu'une des pires nouvelles de l'année, c'est le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur la COP21, effectivement. Mais ça ne le fera pas changer d'avis, le fait qu'il y ait deux catastrophes aussi énormes et qui vont coûter très cher aux États-Unis aussi. Ce qui sera intéressant, c'est de voir la tonalité de cette réunion internationale qu'Emmanuel Macron a conviée à Paris à la fin de cette année, précisément après la décision des États-Unis, et
curieux de voir par exemple comment la Russie, la Chine vont se positionner, parce que évidemment, s'il devait changer d'avis, il ne changera d'avis que parce qu'il est terriblement isolé. Sarah, d'un mot, le climat, c'est le thème de la rentrée, avec ces catastrophes qui se succèdent, qui sont beaucoup dans l'actualité cette semaine. Je pense que ça, c'est le thème, mais j'ai pas d'espoir que Donald Trump va changer d'avis sur ce dossier-là. Il a trop d'orgueil, et puis là, à l'occurrence, il aura plein de business à faire, à reconstruire tout un État qui est détruit. Donc, je suis pas optimiste là-dessus. Cynique en tout cas, ça c'est sûr. Oui, des fois. Merci à vous quatre d'être venus en plateau ce dimanche. Merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux d'ici à dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.